Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Open Startup. Si vous écoutez ce podcast pour la première fois, ravi de vous accueillir. Ici, nous partons à la rencontre des startups avec des discussions en compagnie d'entrepreneurs et plus largement avec des experts métiers de l'écosystème technologique et entrepreneurial. Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Bertrand Gerbeau, fondateur de Boton, un service pour gérer son bateau de A à Z, de l'entretien au stockage en passant par l'assurance. Bertrand va nous raconter les grandes étapes de son aventure d'entrepreneur. De l'idée sur les bords du lac Léman avec ses premiers prototypes, jusqu'à son retour à Bordeaux et le développement petit à petit de l'ensemble des services de Boton. Avant de se lancer, Bertrand a passé plusieurs années au sein de la multinationale Procter & Gamble, ce qui lui a permis d'acquérir de nombreux réflexes pragmatiques encore très utiles aujourd'hui et qu'il nous partage. Je m'appelle Guillaume Comagnac et je suis votre hôte pour ce podcast. Au quotidien, j'ai le bonheur de travailler avec de nombreuses startups au sein de l'équipe Tracteur, un partenaire technique pour les entrepreneurs qui souhaitent développer un prototype ou MVP, mais qui n'ont pas le souhait ou les moyens de monter une équipe en interne. Place maintenant à l'épisode du jour, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Bertrand. Bonjour Guillaume. Je suis avec toi, Bertrand Gerbeau, fondateur de Boton. Je suis vraiment ravi de t'avoir. On va le dire, on se connaît un petit peu, on se croise dans l'écosystème depuis un petit moment maintenant. Ça faisait assez longtemps que je t'avais dans le radar parce que tu es sur un marché qui est moins commun. Alors ok, on va le voir, tu vas le présenter. Tu fais un outil, plusieurs outils SaaS applicatifs. Mais tu es sur un marché dit de la plaisance, donc on va parler bateau avec toi, mais pas seulement. Tu as exporté aussi une de tes technos à d'autres marchés. Bref, je vais arrêter parce que ça va être toi qui va mieux en parler. Mais avant tout, ça serait cool que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es, d'où tu viens, voilà, te présenter à nos auditeurs. Avec plaisir. Écoute, déjà merci beaucoup pour m'avoir invité parce que je suis ravi d'être là. Moi je suis originaire des Landes, donc pas très loin de Bordeaux. Je suis un local de l'étape, mais j'ai jamais bossé en France en tant que salarié et avant de revenir créer mon entreprise. En fait, moi j'ai toujours eu envie de découvrir l'étranger, puis surtout j'avais envie de voir comment les entreprises anglo-saxonnes fonctionnaient. Pendant 2 ans, donc j'ai fait une école de commerce, j'ai fait une prépa école de commerce, notamment Kedge. Et puis pendant 2 ans ensuite, j'ai changé de pays tous les 6 mois. Donc j'ai vécu au Canada, au Brésil, j'étais en Hollande, j'ai bossé chez Shell pendant 6 mois, et j'ai fini mes études à Hong Kong, avant de me poser pendant 5 ans à Genève, en Suisse, dans un groupe qui s'appelle Procter & Gamble. Donc on connaît pas parfois le groupe, mais c'est en fait, on a tous des produits Procter à la maison. C'est les marques Pampers, Oral-B, Gillette, et puis Monsieur Propre, etc. Et puis ils avaient aussi à l'époque toute une division beauté qui s'appelait Prestige. Et moi, j'étais pendant 2 ans. Donc, au départ, comment je suis arrivé chez Procter, c'est parce que j'ai fait un stage de 6 mois sur Duracell à l'époque. Okay. J'ai adoré. Et c'était assez drôle parce qu'à l'époque, j'ai hésité entre acheteur et chef de projet marketing. Et là, j'étais en marketing, chef de produit. Et j'ai juste adoré parce que c'est de l'intrapreneuriat. C'est ce qui me correspondait. Moi, j'ai toujours eu plein d'idées d'entreprise, donc ça, on pourra en parler. Et en fait, chez Procter, donc j'ai fait un stage et 1 an et demi après, je suis revenu quand j'étais dispo pour travailler. Je leur ai dit coucou, je suis dispo. Et là, au départ, c'était assez rigolo parce qu'ils m'ont dit t'avais été recommandé, donc pas de souci. Dès qu'il y a une offre intéressante, on revient vers toi. Et puis quelques semaines après, ils sont revenus vers moi. Ils m'ont dit on a une offre, mais vraiment, si ça te plaît pas, tu me le dis. C'était la recruteuse qui m'a dit ça. Je lui ai dit non. Ouais, moi, elle est venue avec des pincettes. Exactement. Et elle m'envoie la fiche de poste quelques heures après. Et en fait, c'était un poste de chef de produit pour le lancement de la gamme maquillage de Dolce & Gabbana. Et mon rôle, ça a été pendant 2 ans d'être chef de produit pour créer des rouges à lèvres. J'étais sur le segment lèvres et ongles. Donc vernis à ongles, rouge à lèvres. Donc voilà, première réaction, ça a été waouh. Et puis deuxième réaction, je me suis dit mais c'est génial en fait parce que j'y connais rien, je vais devoir tout apprendre, donc je vais pas pouvoir me fonder sur mon jugement personnel, ce qui est souvent le biais en marketeur.
C'est un lancement de produit, donc c'est Donc hyper challengeant. hyper challengeant. Tu crées tout, tu crées la distribution, voilà. Et dans une boîte comme Procter, donc enfin voilà, tout collé. Donc j'ai évidemment dit oui, et je pense que ça a été les 2 meilleures années de ma vie de salarié. Et puis après, chez Procter, ensuite j'ai été directeur marketing sur les parfums Lacoste, donc aussi sur la partie développement marketing au niveau mondial au siège à Genève. Qu'est-ce que tu en retiens, le fait d'être passé par ces grosses machines? On dit souvent que on apprend beaucoup là-dedans, que c'est des bonnes formations parce que, en effet, ça fait des années qu'ils font plein de produits, donc ils sont hyper bien structurés. C'est quoi les grands enseignements de passer chez Procter, par exemple? Bah, moi, je pense que j'ai jamais autant appris en même les 6 premiers mois que chez Procter, en école enfin tout ce que j'ai vu avant. Alors en prépa, c'est de la connaissance académique qui ne te sert pas beaucoup, mais qui est intéressante intellectuellement, on va dire. En école de commerce, t'apprends pas grand-chose. Moi, j'étais dans plusieurs assos, donc là, j'ai vachement appris, mais en cours, t'apprends pas grand-chose. En revanche, chez Procter, c'est juste fou ce qui se passe en 6 mois. Enfin, moi, j'ai plein de concepts et de notions marketing qui m'ont été donnés au début, que j'utilise toujours aujourd'hui. J'en ai un truc, mon équipe rigolerait si je parlais de ça, parce que je leur fais toujours. Il y a un des premiers trucs que j'ai appris, c'était les 6 critères pour juger d'une big ID, en gros. Okay. Et chez Procter, c'était matérialisé par une main. Donc en fait, tu avais la paume de la main qui avait un critère, et puis après 5 doigts avec un critère chacun. Et du coup, je fais toujours un dessin quand on parle d'idées ou de visuels, et qu'on me présente un truc, et je dis attends, je vais te refaire la main. Alors je dessine très mal, donc je fais un truc très très moche sur le tableau, mais c'est tellement pertinent. Ouais. Et c'est tellement fort. Et en fait, ils ont la force d'un groupe comme Procter, et c'est pas pareil pour toutes les grosses boîtes, c'est déjà c'est très horizontal. Tu vois, tu peux bouger, un jour tu peux être assis de ton vice-président qui est ton N+4 et aller manger avec lui le midi. En boîte française, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Et puis après, c'est le niveau de connaissances qu'ils mettent à disposition des employés. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est vachement ancré dans la culture Procter, c'est tu dois, si tu as des connaissances particulières, tu dois les mettre à disposition des autres et proposer une formation. Donc par exemple, les financiers qui sont très bons en Excel, ils vont faire des formations de 2-3 heures aux autres employés qui vont proposer pour faire de la formation Excel. Okay. Et donc en fait, et le système, le principe Procter, c'est... Moi, je suis en train de vendre la boîte. On te donne toutes les chances pour réussir. On va te donner accès à des formations qui sont parfois payantes et très chères sur 3 jours. Moi, j'ai fait des trucs top dans la montagne, dans des cadres super. Mais tu dois réussir. Donc, c'est vraiment le système up or out. Tu performes, on t'équipe de tous les moyens possibles. Tu performes, tu montes. Tu performes pas, tu dégages. Ouais. Mais c'est hyper clair et hyper simple. Tu dis on est en train de vendre la boîte, mais en fait c'est pas tant la boîte, c'est plus les mécanismes moi qui m'intéressent, et c'est ce que tu viens de partager. Tu vois, là on ressort 2-3 actions qui peuvent être activables et peut-être être inspirantes justement pour après monter sa boîte. Exactement. Et d'ailleurs ça fait peut-être une transition, parce que tu me le disais un peu micro-coupé, que donc puis là tu l'as dit micro ouvert, t'avais toujours des idées, t'avais toujours l'envie d'entreprendre des choses. T'étais à Genève et il se passe des choses, il me semble. J'ai pas envie de moi raconter l'histoire, parce que c'est toi qui dois raconter l'histoire. Ouais, non, mais carrément. Alors, en fait, il y a un lac là-bas, par exemple. C'est ça. Effectivement. Donc, en fait, moi, j'étais dans une boîte de grande conso, j'étais dans les maquillages puis dans les parfums, donc un peu éloigné du monde de la plaisance où je travaille aujourd'hui. Et en fait, l'histoire, c'est que j'avais un petit bateau sur le lac Léman, donc le Léman, il faut dire pour les Genevois, et j'ai eu que des galères du moment où parce que c'était un petit bateau que j'avais récupéré de mon père, que j'avais avec ma petite 207, j'avais traversé la France pour le ramener à Genève, j'étais tout content. Je me suis dit, sur le lac, ça va être génial. Et en fait, j'ai eu que des galères pendant 2 ans. Je suis arrivé, déjà, le premier problème qui s'est posé, c'est le stocker. Bon, c'était un bateau de 4 mètres, donc il restait sur sa remorque, tout allait bien, mais il n'y a pas d'endroit. Il y a aucun Airbnb du stockage de bateaux qu'on a créé par la suite qui existait. Donc j'ai galéré. Comment j'ai fait? C'est que j'ai pris ma voiture, je suis allé faire le tour de tous les agriculteurs du coin pour essayer de voir s'ils pouvaient pas me le stocker. Voilà. Bon, finalement je suis tombé sur quelqu'un. Et puis le deuxième problème auquel j'ai été vite confronté, c'est les prestataires, quoi, les mécaniciens, réparateurs, où je suis tombé face à des types qui m'ont facturé, mais ils n'ont rien réparé, et moi j'y connaissais rien, j'avais pas le temps.
Voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible. On a un loisir qui devrait être que du plaisir. Tout le monde a envie de faire du bateau. Il y a un peu plus d'1 million de propriétaires de bateaux en France et selon les chiffres, entre 4 et 14 millions de personnes qui font du bateau chaque année en France. Euh, mais en fait, c'est que des galères. Et d'ailleurs, il y a une citation, on dit souvent, il y a 2 moments où on est heureux quand on fait du bateau, le moment où on l'achète et le moment où on le revend. Ouais. Il y a 2 moments où oui, c'est ça, on est heureux, ouais. Il y a 2 moments où on l'a refait, il y a 2 moments où on est content, c'est quand on l'achète et quand on le revend. Mais au final, toi, ça a presque été un guide de dire, il faut qu'on arrête ça et il faut qu'on soit content tout le temps. Exactement. Et en fait, pas forcément qu'on veuille le revendre. Et c'est ça. Et l'idée de base, ça a été de dire, on va créer une application mobile. Mais attends, avant que tu veuilles créer une application mobile, parce que c'est là, moi, que je trouve où c'est intéressant, c'est qu'on a des milliers de gens qui ont dû penser comme toi, qui ont dû avoir ces expériences et qui ont dû se dire, mais c'est galère, s'il existait un truc, s'il existait ceci, mais qu'est-ce qui fait que de ton quotidien où tu es dans une bonne boîte et que tu es heureux là-bas, que ça se passe bien, mais qu'en même temps à côté ton loisir, donc c'est pas ce qui te fait manger, te pose des soucis, fait que tu te dis, je vais peut-être me lancer là-dedans. Tu vois, moi, c'est plus ce cheminement que j'ai envie de moi, comprendre. J'ai toujours eu envie, je pense, d'entreprendre. Mon père avait créé une entreprise, donc je pense que j'avais un peu le virus. J'ai eu des dizaines d'idées différentes dans des domaines très différents. Enfin, il y avait un truc que j'avais appelé l'assiette de l'inconnu, par exemple. C'était un principe où je me suis dit, pour les sans-emploi, pourquoi on pourrait pas, pour les SDF, pourquoi on pourrait pas dire, vous mettez une assiette disponible dans une famille chaque soir et vous proposez sur une plateforme un couvert. Voilà. Bon, bref, j'ai eu plein d'idées différentes. J'ai failli créer une boîte d'import-export de vin en Chine quand j'étais à Hong Kong avec un pote. Ok. Voilà, j'ai eu plein d'idées différentes. En fait, l'approche que j'ai eue sur Button, et sur d'autres idées aussi, et sur Button, j'ai plus poussé le truc, c'est que j'ai commencé à creuser la question. Je me dis, ok, moi ça je le ressens comme problème, et est-ce que je suis le seul à ressentir ce problème-là? Donc j'ai commencé à lire des études statistiques, donc d'Exerfid et tous les trucs classiques qu'on peut avoir en école de commerce. Ouais. Je suis allé évidemment étudier le marché. Donc sur mon temps libre, quoi, on va dire. T'en parlais avec d'autres gens qui pratiquaient C'est ça. Et voilà, le week-end, au début c'était un side project, c'est devenu... Et puis au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte qu'il y avait un potentiel, qu'il y avait plusieurs besoins qui n'étaient pas comblés. Que ça te plaisait de travailler dessus, évidemment. Ça me plaisait de bosser dessus, que je voyais un gros potentiel. J'ai fait un petit MVP tout crado, donc j'ai fait un site sur Wix avec juste une landing page et un formulaire où je proposais en fait aux gens de mettre leurs besoins de Presta gratuitement et moi j'allais chercher les professionnels qui pouvaient répondre à leurs besoins. Tu faisais la mise en relation manuellement, mais au moins tu validais qu'il y avait une demande, tu faisais rencontrer une offre et une demande. Exactement, donc c'était un embryon de marketplace, mais en fait c'était juste un formulaire sur un site, j'ai juste le placé sur quelques groupes Facebook, j'ai eu des demandes dans le sud-est, alors là j'ai pris l'annuaire des pros dans le sud-est, et puis je les ai appelés, je leur ai expliqué, je leur ai dit voilà j'ai eu cette demande de révision de moteur, est-ce que vous pouvez le faire, je vous envoie le lead, c'est gratuit, voilà. Et du coup j'ai testé comme ça, j'ai vu qu'il y avait de la demande, j'ai vu qu'il y avait aussi des boîtes qui avaient fait des choses dessus et qui avaient réussi ou pas pour différentes raisons, donc j'ai vachement étudié avant de me lancer, j'ai construit le business model. Et tout ce temps-là, ça prend combien de temps entre le moment où tu vis le problème et le moment où tu commences à te dire ok, là je mets des choses en place pour tester, et jusqu'au jour où tu t'imagines tout arrêter et lancer vraiment à 100%? Ça met combien de temps? Je pense que... Alors il y a eu aussi un événement qui s'est passé concomitamment à cette idée qui a un peu accéléré les choses, mais en gros entre fin 2016 je pense que je commence à avoir un embryon d'idée. Et fin 2017 j'ai un business model qui est carré et je quitte Procter et mon cadre de vie doré de travailleur suisse au bord du Léman où tu es 3 fois payé par rapport à la France, donc, voilà. Ouais. Mais en gros l'événement qui s'est passé c'est que toute la division beauté de Procter a été vendue à un groupe qui s'appelle Coty. Et donc en 2015 ou 2016, je sais plus. Et là, on avait un choix à faire. Enfin, moi, il y avait 3 options. Soit je prenais un job de directeur marketing au siège parfum de Coty à Paris. Soit je restais à Genève sur d'autres jobs qu'on m'avait proposés. Soit je prenais un package
pour voler de mes propres ailes et faire autre chose. Et le package avait été... Procter nous vendait d'une certaine manière la division, parce que c'était 10 000 employés quand même, hein, donc c'était quand même assez gros. Mais ils avaient quand même bien fait les choses, c'est-à-dire qu'ils avaient fait un super package de départ. Donc on avait un gros chèque, on était couvert pendant 1 an, sécurité sociale, etc. Et donc... c'est le moment idéal. C'est sûr que si tu as l'idée à côté qui commence à bien être validée, de se dire, bon, s'il y a un moment, c'est peut-être maintenant. Ouais. Exactement. Il y a un alignement de planète. C'est ça, moi j'avais 27 ans, un truc comme ça, et je me suis dit, mais alors attends, t'es pas marié, t'as pas d'enfant, pas de crédit, tu vis, t'as des économies, c'est maintenant ou jamais, quoi. T'as toujours eu envie de créer des boîtes, vas-y, quoi. Sinon, j'ai beaucoup réfléchi, hein. Pendant 3, 4 mois, 6 mois, je me suis un peu torturé l'esprit, parce qu'on m'a proposé des trucs sympas aussi à côté. Mais il faut le dire, en fait, c'est important que tu le dises, parce que c'est pas si simple, en fait, de se lancer. C'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a des milliers de gens qui ont des idées tous les jours, et en fait, ce qui différencie quelqu'un qui a une idée et un entrepreneur, c'est presque dans le mot, quoi. C'est qu'il l'entreprend, quoi, qui se lance. Donc, carrément. Moi, je pense que pour se lancer dans une création d'entreprise, il faut être prêt à une bonne traversée du désert de 2-3 ans minimum. Il faut se dire, ok, j'ai envie de ça. Et on va pas. Moi, tu me vois, je souffre pas, je vais bien, je suis en bonne santé. Et plus ou moins, parce que je me suis cassé la gueule au ski, mais j'ai la chance d'aller encore au ski. Donc, voilà, on souffre pas. Mais je veux dire, effectivement, si on regarde que le côté financier, par exemple, clairement, moi, c'est une grosse connerie. D'ailleurs, mon père n'a pas compris. Mes parents, ma mère, elle était plus ou moins d'accord, mais je s'en fichais, je crois. Mais mon père, il n'a jamais compris pourquoi je suis parti de Suisse. Pourtant, il est lui-même entrepreneur. Et pourtant, il est lui-même. Et je lui dis, mais attends, si je prenais pas de risques, toi, t'en as pris des risques, donc. Mais il n'a jamais compris. Mais effectivement, moi, c'est des centaines de milliers d'euros que j'aurais pu gagner en plus si j'étais resté dans un job de cadre dans une grosse boîte suisse. Mais voilà, après, est-ce que ça vaut toutes les aventures là que tu as vécues ces dernières années? Est-ce que ça vaut la liberté aussi qu'il y a à travers l'entrepreneuriat? Moi, je regrette pas une seule seconde. Parce que aujourd'hui, je fais ce que j'aime voilà, c'est effectivement ce côté liberté. Alors moi, je dis toujours quand des candidats, quand ils viennent, quand je recrute, je dis, mais c'est quoi pour vous la start-up? Il y en a pas mal qui disent, c'est la liberté, machin, je suis mon propre patron. Je dis oui, mais la liberté, c'est effectivement ça. C'est de pouvoir faire ce qu'on veut, de pouvoir guider un petit peu sa carrière comme on veut, mais c'est aussi, ça vient avec des devoirs ou des responsabilités. C'est-à-dire que c'est à double tranchant. C'est-à-dire que t'as pas de filet de sécurité. Et t'as pas ton chef ou t'es pas dans une équipe de 10 personnes, et si t'es malade pendant 2 semaines ou t'as pas trop envie de venir au boulot, quelqu'un qui va te backuper, quoi. Ça marche pas. Mais moi, je regrette pas une seule seconde. Et du coup, tu as une vie à Genève, tu vis à Genève depuis quelques temps, tu as cette idée. Qu'est-ce qui te motive de dire, non, en fait, il faut pas que je fasse mon idée et que je lance mon affaire en Suisse, et plutôt que j'aille retourne en France et plus proche du cocon Plein de choses. Alors au départ, donc, il y a eu plusieurs aspects. Il y a eu l'aspect personnel et l'aspect, on va dire, business. Alors l'aspect business, c'est le côté où est-ce que je mets la société pour que ça soit le plus intéressant d'un point de vue fiscal, d'un point de vue... Alors j'ai étudié la Suisse, j'ai étudié l'Angleterre, parce que j'avais j'avais pas mal de potes à Procter aussi, et certains qui avaient créé des boîtes, donc il y en avait notamment à Londres, donc je vais aller voir. J'ai regardé mon village natal, Montfort-en-Chalosse, dans les Landes, j'ai regardé Bordeaux, j'ai regardé Paris. Je me suis dit, fiscalement, au niveau écosystème, au niveau aide, type subvention, etc., où est-ce que c'est le plus intéressant de mettre le siège, et du coup, fatalement aussi de me mettre. Et j'ai choisi Bordeaux à la fin, pour un tas de raisons, on pourra en parler. Et après, il y avait le côté personnel aussi, se dire où est-ce que moi j'ai envie de vivre, et puis personnellement, où est-ce que l'environnement financier, c'est-à-dire pour ma future traversée du désert, va être propice. Et il faut dire que la France, on a beaucoup de chance. Moi, donc par exemple, je te disais tout à l'heure, j'ai bien préparé ma sortie. C'est-à-dire que j'habitais en Suisse, à Genève, mais j'ai déménagé pour habiter en France, pour avoir le statut de frontalier, et à ce moment-là, j'avais le droit de prétendre au Pôle emploi français.
Ok. Et si j'étais resté en Suisse, j'aurais pas pu. Donc, en fait, 6-8 mois avant, quand j'ai pris la décision, je me suis mis en ordre de bataille pour avoir le permis frontalier, pour être habité à la frontière, avoir le permis frontalier, pouvoir prétendre au Pôle emploi. Et après, voilà. On le dit, on a dû le dire 12 fois sur ce podcast, mais Pôle emploi, premier investisseur de France, bien sûr. Qui aide et qui sécurise plein de gens à se lancer, quoi. 2 ans, tu te poses pas la question de ton salaire. Ouais. Donc là, tu arrives à Bordeaux, tu rejoins aussi des structures d'accompagnement, au passage, Kedge et Unitech, je sais pas dans quel ordre Unitech d'ailleurs, et mais Kedge, ouais. le projet, donc tu l'as dit au tout début, c'est le Airbnb du bateau, c'est ça? Ouais, alors au début, en fait, les 2 services qui me paraissent indispensables rapidement, c'est Et la les prestats, marketplace, pardon. voilà, la marketplace de prestataires nautiques. Donc, tu as besoin d'une révision moutarde, un anti-fouling. Anti-fouling, c'est de mettre la peinture pour pas que ça accroche sur la coque du bateau. Voilà, tout un tas de petits travaux sur ton bateau. Tu vas sur l'application mobile, tu fais ta demande en ligne, ça envoie la demande aux prestataires locaux, donc on avait créé une grosse base de données, tout ça, et eux, ils te renvoient un devis et tu valides celui que tu veux. Et puis, il y avait aussi la marketplace de stockage, où l'idée, c'était de proposer le Airbnb du stockage de bateaux. Alors, on me dit souvent, mais c'est des places à flot. Non, pas à flot, malheureusement, on s'adressait plutôt à la majorité silencieuse, on peut appeler ça, c'est-à-dire il y a 4 bateaux sur 5 en France qui ne sont pas stockés dans les ports. Ouais, parce que c'est saturé en plus, il me semble. Saturé, et effectivement, on a une place de port pour 5 bateaux en France. Ouais. Donc on a un gros problème d'infrastructure, et donc il y a plein de bateaux, sont les bateaux qui sont, on appelle transportables, donc moins de 8 mètres en général, qui sont en dehors des ports et qu'on a besoin de stocker. Et donc au départ, l'idée, c'est de créer de l'espace près du littoral, idéalement bien placé, pour ces clients-là. Et donc c'est des entrepôts, des hangars d'agriculteurs. Et pour la petite histoire, ce qui est sympa aussi dans le modèle, c'est que on a révélé le potentiel à plein d'agriculteurs qui ont, on le sait, très peu pour vivre, notamment à la retraite. Et on leur a dit, attendez, là vous avez 2 hangars que vous n'utilisez plus parce que vous êtes à la retraite, qui sont vides. Moi je vous les remplis et ça va vous faire 1500 ou 2000 balles par mois de revenus. Oui, avant il y avait un tracteur, aujourd'hui il peut très bien y avoir un bateau, et on le dira plus tard, peut-être un camping-car et autre chose. Mais gardons un petit peu ça pour après. Voilà, si tu veux, pour simplifier, en fait le postulat de base, c'est de dire, ok, moi je veux créer une entreprise et un ensemble de services grâce à l'innovation web et digitale pour simplifier la vie du plaisancier. Ma vision, c'est de simplifier la vie du plaisancier et d'enlever toutes les contraintes qu'on peut avoir quand on est propriétaire de bateau. Donc, schématiquement, tu achètes le bateau, tu télécharges l'appli Boton, qui au départ, il n'y avait qu'une appli, et à partir de là, tu vas pouvoir assurer le bateau. Ça, c'est venu en 3e, mais on est maintenant courtier en assurance spécialisé bateau. Tu vas pouvoir trouver un endroit pour le stocker et tu vas pouvoir trouver des prestataires pour le réparer. Et même, tu as un super carnet d'entretien qui est devenu un SaaS pour gérer ton bateau. Donc, vraiment, c'est cette idée de 4 services qui peut paraître étonnant, mais en fait, un seul consommateur. Et on lui propose une galaxie de services pour une seule personne. Oui, qui au final, ça fait partie de tout son parcours de vie de plaisancier au final, donc moi je le comprends bien. Par contre, ça se crée pas en un claquement de doigts, et du coup, est-ce que tu as déjà toute cette vision dès le départ et tu te dis, ok, ça c'est vers là où on doit se rendre, pour se rendre là-bas, on va y aller étape par étape. Ou alors ça a été, je sais pas, plus organique aussi, c'est en le faisant tu t'es aperçu que tu avais des demandes des utilisateurs qui disaient ah ouais mais ça serait bien que si on avait ça, etc., et du coup tu rajoutais ça. Enfin, raconte-nous un peu. Alors effectivement au début moi j'avais fait comme j'avais étudié le marché, j'avais fait quelques études de marché aussi, quelques questionnaires sur Facebook, tout ça, donc je savais les grands services qui étaient les grands pains des plaisanciers. Et donc, je me disais, ok, je vais construire un produit qui aura tout ça. Alors, effectivement, on ne va pas faire tout dès le début, mais j'avais déjà la vision d'avoir... Alors, au départ, c'est devenu un SaaS, mais c'était au départ juste un tout petit carnet d'entretien avec des petits rappels. En gros, un truc tout con, mais t'as ta révision à faire et tu en veux juste un système de notification et d'alerte email. La marketplace de prestations de services pour les propriétaires, pour les mécaniciens, tout ça. La marketplace de stockage et l'assurance en tant que courtier, ou alors adossé à un courtier, c'était au départ l'idée.
Donc ça, c'était un peu le projet de base. Il y avait même une autre brique que j'ai vite abandonnée parce que je me suis dit que c'était une grosse connerie de se lancer là-dedans. C'est que je voulais faire une deuxième appli, en gros, pour la location de bateau. En gros, tu gérais ton bateau Ok. via une première partie de l'appli, et la deuxième partie, c'est donc tu dépensais de l'argent dans la partie gestion, et la deuxième partie, c'était tu gagnais de l'argent en le mettant en location. Parce que je me suis dit, bah, j'ai des propriétaires, du coup, je leur propose de mettre en location leur bateau. Et voilà, je l'ai vite abandonné parce que c'était au moment où le marché était en train de se consolider sur la location de bateaux. Il y avait Sambot, Click and Bot, il y avait des rachats. Sambot, boîte aussi bordelaise, un peu Boîte bordelaise. beaux Absolument. écosystèmes ici. Exactement. Et donc je voyais déjà que le marché était déjà bien fourni, il était en train de se consolider, les mecs n'étaient pas rentables. Je me suis dit, ok, là c'est une galère, on va se concentrer sur la gestion du bateau, on va devenir la plateforme leader numéro 1 en France de gestion, et ça suffira. Voilà. Et après, il y a eu d'autres histoires, mais voilà l'idée au départ. Et donc, au tout début, pour répondre à ta question précisément, moi, j'étais en train de partir, et en fait, j'ai utilisé une partie de l'argent qu'on m'a donné pour payer une agence de développement qui m'a fait une appli. Au départ, j'étais très marketeur procteur. Je me suis dit, il faut faire 100% mobile, il faut faire une appli, on va faire du natif, on va faire un truc génial. Et donc eux, ils ont fait la première version de l'appli. Attends, je te coupe parce que ça veut dire qu'aujourd'hui tu ferais différemment. Oui, enfin en fait, c'est intéressant, je pense, à dire, parce que beaucoup de primo-entrepreneurs dans la tech et le numérique qui n'ont pas l'expertise technique peuvent avoir cet a priori de il faut faire du natif, par exemple. Explique-nous pourquoi, parce que moi je le vois au quotidien, évidemment avec Tracteur. En fait, je pense que ça a été une erreur de vouloir faire une appli en premier. Après, je dis ça parce que ça nous a fait perdre beaucoup de temps, alors de l'argent aussi, mais aussi, quand je dis ça, je nuance mon propos parce que ça a été un formidable outil d'acquisition. C'est-à-dire que l'appli, quand les gens téléchargent l'application mobile, une application mobile, on leur demande de créer un compte et ils le créent beaucoup plus facilement que sur un site internet. Oui. Donc aujourd'hui, nous on a des milliers de comptes, on les aurait probablement pas eu si on n'avait pas eu l'appli. Oui, et puis il faut dire que si on remonte en 2017, évidemment, c'était pas la même appétence pour le grand public de passer à travers un service, on va dire Progressive Web App ou une web app responsive versus ah ok, enfin il y a un côté très rassurant de dire ils sont dans les stores parce que ça. C'est ça. Et au départ, on avait juste une landing page qui redirigeait vers l'appli, quoi. Et donc c'était vraiment l'appli. Après moi aussi dans la réflexion, je me suis dit bon, ces propriétaires bateaux auxquels je m'adresse. Ils sont souvent sur leur bateau, donc ils vont utiliser notre service sur leur bateau, donc ils n'ont pas leur ordinateur, donc une appli ça fait du sens. Après aujourd'hui, je pense qu'on aurait fait un beau site internet responsive, on aurait probablement gagné du temps et de l'argent. Voilà. Mais voilà, c'est à double. Je nuance parce que ça nous a permis quand même d'avoir beaucoup de comptes. Et donc au départ, voilà, l'appli, c'est une agence et il y a juste ce petit système de rappel d'entretien et la marketplace de prestations. Qui est un formulaire, j'appelle ça marketplace, mais c'était un formulaire et derrière ça m'arrivait et on avait un semi-automatisme. Ouais, mais c'est un noble MVP, j'ai envie de dire, voilà. Qui ne veut pas en faire trop et qui déjà répond à un problème. Ouais. C'est-à-dire que déjà, tu as un endroit où tu as des rappels qui sont que dédiés à ton bateau. C'est déjà cool. Et de la mise en relation, en effet, avec des prestats. Et donc, si tu veux, d'un point de vue produit, parce que moi, effectivement, c'était mon job, d'un point de vue comment j'avais pensé le produit, j'avais pensé le petit outil de rappel comme c'était une partie complètement gratuite et qui était utilisable tout de suite, comme la porte d'entrée. Donc vraiment, voilà, tu as un petit carré d'entretien, tu as une appli avec un petit carré d'entretien, il n'y avait pas grand-chose à l'époque sur le bateau, et puis en même temps, on va te pousser à utiliser notre service de marketplace de prestation de service. En plus, c'est la porte d'entrée naturelle. Tu dois faire une révision, regarde sur la marketplace quelle cette presta peut... Ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, c'est un produit qu'on a complètement dépriorisé, qu'on a toujours sur l'appli, mais qu'on dit qu'on ne fait plus, en fait. Ok. D'accord. C'est juste vu l'évolution du marché ou de votre business Alors les deux. C'est-à-dire que donc on avait la marketplace pour les devis, ensuite on a eu la marketplace pour le stockage, et puis vite, je me suis rendu compte qu'il y avait l'assurance qui était intéressante, qui était facile à proposer une solution un peu digitale
même si on a plein de projets et plein d'améliorations pour le futur là-dessus, et qu'il y avait peu d'efforts pour fournir et faire un peu d'argent sur ce domaine-là. Pour revenir sur le pourquoi aujourd'hui on a dépriorisé la marketplace de devis, c'est qu'il y a 3 problèmes. Le client, le consommateur, quand il est sur une appli ou quand il est sur le web, il veut de l'immédiateté. Et nous, ce qu'il fait dans l'appli, là, c'est qu'il fait une demande dans l'appli, ça envoie la demande à des prestats qui envoient leur devis. Donc, dans le meilleur des cas, il attend au moins 3 jours. Donc déjà, tu as un problème. Le client attend. Deuxième problème, c'est le prestat. Le prestat, à qui on parle, 95% des sociétés nautiques, chantiers navals de France, ce sont des TPE. Donc ce sont 1, 3, 5, 8 employés. Et il n'y a pas eu une transformation digitale de leur métier en fait, c'est comme l'artisan. Hein. Vraiment, c'est un artisan. Donc, tu es vraiment sur cette personne qui s'est lancée à un moment, qui a une compétence forte technique, mais qui n'a souvent pas de compétences de management ou d'organisation, et surtout pas de temps. C'est-à-dire que donc, recevoir des emails lui proposant un deal et lui disant bah, tiens, vas-y, remplis ton devis, il zappe. Oui. Parce que déjà, en plus, alors c'est assez drôle, enfin c'est drôle et triste en même temps, c'est que ils sont complètement inabordables en saison, à partir de avril, mai, c'est terminé, tu ne peux plus, tu vas attendre 3 mois avant que le mec fasse ta révision moteur, mais en même temps, le reste de l'année, ils végètent, quoi. Donc ils ont une période de avril-mai jusqu'à septembre où ils sont full, ils sont inaccessibles, mais le reste de l'année, ils végètent. Et donc voilà, donc c'est très compliqué. Et comme tout le monde se réveille au même moment pour entretenir son bateau quand il fait beau, et ben nous on arrive avec un système, il faut comprendre, ils sont pas digitalisés. Voilà. Donc deuxième problème, le prestat. Et troisième problème, c'est évidemment pour nous, c'est-à-dire que même si qu'on a automatisé plus ou moins le système, on est obligé de relancer à la main. Donc tu perds du temps. Donc c'est chronophage. Donc oui, nous on prend en gros 10% de la facture finale sur ce genre de prestat. Oui, d'un coup tu peux gagner quelques centaines d'euros, etc. Mais en fait le temps que tu investis et la satisfaction client derrière, elle est pas au rendez-vous. Donc moi j'ai des idées pour trouver des solutions pour ce problème-là, mais aujourd'hui on a tellement d'autres belles opportunités ailleurs qu'on l'a complètement mis de côté. On le fait un peu pour la Nouvelle-Aquitaine parce qu'on a quelques pros qu'on connaît et avec qui ça se passe hyper bien, c'est hyper fluide. Et eux, ils sont réactifs, donc ça marche. Mais à faire ça à grande échelle, c'est compliqué. Ouais, j'imagine. Et donc, rien qu'avec ce premier MVP, comment ça se passe les premiers mois, j'ai envie de dire? Est-ce que vous voyez vraiment sur la partie acquisition, les utilisateurs qui arrivent, qui utilisent l'app, tu te souviens de ces étapes-là, même qu'est-ce que vous ressentez en interne, parce que toi on te disait fais pas ça, ça doit être une belle étape de confirmation. Oui, carrément. Il y a aussi une levée de fonds qui se prépare, une petite ouais, en fait c'est plus d'aller chercher des subventions, mais effectivement ouais, non, ce qui a été hyper intéressant et qui est toujours le cas aujourd'hui, c'est que l'appli elle a grandi toute seule. Et c'est aussi ça, alors l'avantage, je reviens sur le fait c'est aussi ça, l'avantage d'avoir une appli, c'est qu'il y a quand même des gens qui cherchent sur les stores et qui téléchargent. En gros, c'est pas compliqué. Depuis, on a dû lancer la toute première version en 2018, début 2018. Il y a entre 1 et 3-4% de nouveaux comptes chaque semaine. Ok. De manière continue. Voilà, depuis. Et donc c'est organique, on fait aucune pub dessus. On fait de la pub sur certains services Boton, mais plus on pousse davantage de web aujourd'hui. Et il y a en fait une croissance organique. Au départ, on a fait ce qu'il fallait en termes de RP. On a eu quelques articles rapidement dans Sud-Ouest, dans tous les journaux, toute la presse régionale. Mais ce qui paraît naturel, parce que c'est vrai que sur le port ou même les gens qui pratiquent le bateau, c'est une communauté à part entière, donc ils s'échangent les bons plans, les trucs qui fonctionnent. Ah tiens, j'ai testé cette app, regarde, c'est gratuit. Oui, ça doit tellement fonctionner comme ça. Ouais, et on est la seule app, à ma connaissance, il faut toujours être humble, mais depuis qu'on a créé, en fait il y a des gens qui sont venus nous concurrencer sur des verticales, mais une appli qui propose tous les services essentiels pour gérer son bateau, ça, on est les seuls. Au départ, tu te concentres que sur le marché français ou pas? Oui. Est-ce que tu penses aussi à marché européen? Alors,
Au début, on se concentre sur le marché français. On a plein de choses à faire sur le marché français. Aujourd'hui, on est toujours dans une démarche Être bien installé en on France. a un Ouais. peu plus de 12 000 utilisateurs plaisanciers en France, mais il y a 1 million de bateaux, donc Ouais. on a de la marge. Mais par la force des choses, on ne refuse pas les clients internationaux, et notamment sur 2 produits spécifiques qui sont l'assurance, Mhm. où on assure des Canadiens, on assure des bateaux qui sont un peu partout dans le monde. Et puis évidemment notre dernier né qui est lancé en septembre au Salon de Cannes, qui est un SaaS, qui est un logiciel de maintenance en fait de flotte de bateaux. Là, on a des clients actuellement en Grèce, en Espagne, aux États-Unis, en Russie, voilà, et en France. Ok, hyper intéressant. Et donc dans cette galaxie Boton, t'as des concurrents, tu dis que sur des verticales, Ouais, t'as en pas fait, on des... a un an et demi après, on a vu une plateforme qui est née sur le stockage de bateaux essentiellement, mais qui, voilà, il y a de la place. Moi, je suis très content qu'il y ait ce genre d'acteur parce que ça évangélise le secteur, Ouais. et donc c'est très bien. Après, sur l'assurance, évidemment, on n'est pas les seuls, mais nous, on fait que du bateau. Oui. Et puis sur le dernier né, là, le SaaS, qui est le logiciel de maintenance, là, on attaque un marché qui est où il y a du monde, mais qui est assez sclérosé. Mhm. Donc on arrive avec une approche comme nous, on a été. Là, en fait, en 2021, même fin 2020, on a pivoté un peu vachement vers du B2B. Ok. On était très B2C, et on vient avec ces codes du B2C et l'exigence d'avoir des produits parfaits dans le B2B. Et c'est vrai que notamment le marché du logiciel de maintenance de bateaux et de flotte de bateaux, donc là, c'est nos clients, c'est les loueurs de bateaux, c'est les super yachts, donc les sociétés qui gèrent des bateaux de plus de 24 mètres. Ils sont pas habitués à avoir une interface aussi fluide, un truc facile à prendre en main, où on n'a pas besoin de formation. Souvent, nous, dans le super yachting, par exemple, aujourd'hui, le concurrent principal, il s'appelle IDEA Yachting, ils ont 1/5 du marché. C'est un truc, Oui, c'est le les années logiciel, 90, quoi. C'est voilà, ça. c'est le logiciel. C'est pas quand on l'app achetait ou ouais. le pack office chez Carrefour, il faut l'installer sur des machines. Alors, il est ultra exhaustif, mais Ouais. il faut 3 jours de formation avant de comprendre comment ça marche, quoi. Oui, donc là, c'est un marché énorme aussi qui s'ouvre parce que, comme tu le dis, c'est pas limité à la France et le marché B2B, en effet, c'est pas les mêmes le même business model, donc forcément d'un point de vue rentabilité, j'imagine aussi vous y retrouvez pas mal. Tout à fait. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que, pour la petite histoire, c'est qu'on a bossé qu'en itération sur ce nouveau logiciel. C'est-à-dire que moi, fin 2020, janvier 2021, j'étais contacté par une boîte qui gère des super yachts à Toulon. Et qui m'a dit ouais, ton appli est sympa et tout, mais moi j'ai besoin d'un gestionnaire de stock, j'ai besoin de ça. Est-ce que ça peut le faire? J'ai fait non, ça le fait pas, mais on peut le faire avec vous. On a la capacité, on développe en interne, donc on peut se. Là, tu avais le persona qui était parfait, qui allait pouvoir te donner toutes les user stories de Exactement. Qu'est-ce que j'ai besoin, c'est quoi mes ressentis. Et donc là, on est parti en fait pour 1 an. On vient d'achever là il y a 2 semaines d'ailleurs le co-développement. Okay. Et on a en fait ils ont payé une partie du développement et on a partagé énormément de maquettes. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à comprendre leur cas d'usage, comment ça marchait, etc. Et au fur et à mesure du temps, donc eux, c'était super parce qu'ils avaient déjà essayé de créer un logiciel interne. Ils avaient fait un truc, mais ça avait foiré parce que c'est un métier. Nous, on arrivait avec une compétence technique, une connaissance du marché nautique, et donc on a développé un logiciel qui aujourd'hui marche hyper bien et hyper bien positionné au niveau rapport qualité-prix pour les utilisateurs. Très bon apprentissage de dire il faut co-développer, il faut co-construire ces produits, services numériques avec les utilisateurs / clients, enfin en tout cas les utilisateurs, parce que des fois les clients ne sont pas les utilisateurs, mais vraiment les utilisateurs, parce que c'est eux qui vont faire vivre le produit, donc il faut le faire avec eux. Donc ouais, t'as parlé du stockage, et je pense qu'il y a quelque chose de hyper intéressant là-dessus, c'est que au final, tu vas nous le raconter. Le stockage de bateaux, c'était intéressant, mais les problématiques de stockage, elles sont bien plus larges que stocker des bateaux. Raconte-nous cette partie-là. Ouais, exactement. En fait, nous, on a
commencé à construire un réseau, alors au départ en Bretagne, après dans le sud-est, d'entrepôts sur le littoral. Donc c'était chez des agriculteurs, des transporteurs, des logisticiens, etc. Dès qu'il y avait de la place dispo, on pouvait l'utiliser. Au départ pour les bateaux. Donc en gros, un bateau, pour le stocker, notre clientèle, c'est simple, il vient sur une remorque, il vient poser son bateau dans le hangar, il prend 15 mètres carrés et il s'en va. Mais en fait, on a vite été contacté par d'autres profils, particuliers comme les camping-caristes, qui ont exactement le même problème, et également un autre profil qui nous a particulièrement intéressés et vers lequel on a aussi fait pas mal de choses, c'est les entreprises. Donc secteur du BTP, artisans, sociétés e-commerce, chauffeurs-livreurs, qui ont des problématiques similaires, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de 200 mètres carrés, 50 mètres carrés. Et c'est variable, c'est pas toujours tout au long de l'année, ça peut être que sur certaines périodes. Exactement. Et en fait, l'approche, on s'est dit, ok, bah, du coup, comme on avait déjà cette approche assez flexible avec le stockage de bateaux, on va dire, ok, on va créer une deuxième marque qui va être un peu plus généraliste sur le stockage et qui s'appelle Stocon. Tu vois, on n'a pas été très, très créatif, Boton, Stocon. Qu'on trouve un nom de holding ou de groupe, mais Groupon, je crois que c'est pris. Et du coup, on a dit on va se positionner comme le spécialiste du stockage sans engagement. Donc, mais là, c'est fantastique parce que en fait, toute la base en plus technologique existe. Il n'y a plus qu'à le, entre guillemets, enfin, c'est pas aussi simple que ça, mais à le dupliquer à un autre marché. Donc, c'est assez fantastique. Limite, à ce moment-là, tu as dû te dire, OK, on le fait pour les camping-cars, on va peut-être le faire pour l'aviation, on va peut-être le faire pour... ça ouvre à bien voilà, plus, quoi. effectivement, ça. Alors, du coup, on a créé finalement un peu 2 business units en interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 4 personnes qui ne bossent que sur la partie Stockon ou stockage pour les entreprises et particuliers, mais surtout les entreprises. En fait, on a créé une marketplace dédiée qui s'appelle Stockon. Et notre offre, c'est vraiment l'idée de proposer une solution hyper flexible, adaptée aux entreprises. En plus, on l'a lancé en plein Covid, c'était juillet 2020. Donc ça correspondait parfaitement aux besoins des entreprises du moment, parce que sans engagement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une entreprise peut avoir besoin de 50 mètres carrés un mois et puis 10 mètres carrés le mois suivant, c'est possible. Et c'est sans engagement de durée aussi, c'est-à-dire qu'on ne les bloque pas dans des baux commerciaux type 369 classique. Ils peuvent louer des 2 jours, mais ils peuvent aussi louer 1 an, 2 ans, 3 ans, autant qu'ils veulent. Donc c'est hyper économique, hyper flexible, et ça correspond vraiment aux besoins et à l'activité d'une entreprise. Ok, hyper intéressant. Et donc là, vu que toi, tu as monté une galaxie Boton, tu te projettes là déjà sur les 2, 3, 4, 5 ans. C'est quoi la vision long terme Ouais. pour le groupe en général? Peut-être pour Stockon, je sais pas, raconte-nous un petit peu comment tu penses à l'après en fait. Ouais, en fait, la vision Sans nous dévoiler tous les secrets, bien entendu. Bien sûr. Mais Non, la vision sur Boton, c'est de devenir. Aujourd'hui, on est la plateforme numéro 1 de gestion du bateau en France. C'est de la devenir dans le monde. Et l'idée, c'est de proposer des solutions digitales et innovantes. Donc, on est toujours à repousser les frontières aux propriétaires de bateaux ou aux gestionnaires de bateaux. Donc, aujourd'hui, on a du stockage qu'on peut proposer. On a un SaaS de maintenance de bateaux qui gère les stocks, gère l'inventaire, gère tout, gère les tâches d'entretien, qui affecte des tâches à des prestataires, etc. je te coupe juste pour... Donc aller dans le monde, ça veut dire que ça a quels impacts? C'est que tu vas mettre vraiment des gens dans certains pays et aller évangéliser Boton. Est-ce que, enfin, ça s'accompagne, j'imagine, par de la traduction aussi de l'app et de tout le service. Ça a quels impacts? Tout à fait. Comment ça se prépare? Là, on est en anglais-français. Okay. Donc, on a déjà pas mal de clients anglophones, notamment sur la partie SaaS. Et effectivement, l'idée, c'est d'abord s'étendre sur différents marchés européens. Donc, c'est l'Italie, l'Espagne, la Grèce, l'Allemagne. Bah, toute la Méditerranée, déjà, c'est vrai qu'il y a des bateaux, quoi. Il y a de quoi faire. Et après, le gros marché pour nous, la frontière, c'est les États-Unis. Ouais. Où en gros, il y a 6 millions de bateaux en Europe. Il y en a 4 millions aux États-Unis. Wow, ouais. Donc voilà, avec la complexité de 20 ou trentaine de pays en Europe, et t'en as qu'un seul aux États-Unis avec un marché énorme. Et voilà, mais il faut y aller avec à force et rigueur. Donc
on va pas y aller tout de suite. Après, évidemment, aujourd'hui, on a des clients là-bas, on va pas les refuser. Donc voilà. vous structurez et lorsque ce sera le bon tempo. C'est ça. La vision, c'est de simplifier la vie des plaisanciers et là, en fait, simplifier la gestion du bateau par des outils digitaux. Donc, ça soit un SaaS pour le stockage et l'assurance. On a des projets dans l'assurance. Et en fait, je réapplique un peu aussi ce que j'ai appris chez Procter en termes de développement produit. C'est-à-dire que chez Procter, tu avais ce qu'on appelle un master plan. Donc, tu savais à quel moment de l'année et quelle année tu allais lancer quel parfum, par exemple. Moi, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire qu'au départ, en juillet 2020, en 2020, on a dit OK, focus cette année, c'est le stockage. Et notamment le shift vers le B2B et vers les entreprises. 2021, le focus, c'est le BOB, on l'appelle le BOB, le Bottom Book, qui est notre SaaS. Et puis 2022, on va voir peut-être qu'en fin d'année, ça va être probablement l'assurance qu'on va aller. Aujourd'hui, on est courtier classique, on va dire, mais on a plein d'idées, de manière de digitaliser complètement l'expérience sur l'assurance bateau. Voilà, on fait des briques au fur et à mesure du temps. Ok, hyper intéressant cette notion de master plan et en tout cas une grande priorité à l'année. Voilà. Jusque-là, on a... Vas-y. Pardon, pour finir, compléter compléter ma réponse à ta question. Donc Stocon, l'idée c'est de devenir la plateforme leader du stockage sans engagement en France. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui on va rester sur la France, il y a tellement à faire. Et en fait, mécaniquement, on est en train de créer 2 boîtes en une. Donc à un moment ou à un autre, il va se poser la question de la sortir. Stocon, probablement qu'on le fera. Aujourd'hui, pour plein de raisons, c'est plus utile de l'avoir comme ça. Mais oui, je pense notamment, par exemple, si à un moment donné, tu as envie de faire entrer des financeurs, etc., peut-être que certains vont vouloir investir que sur un seul business model et pas l'autre. En effet, ouais. Exactement. Jusque-là, on a raconté, félicitations pour le parcours, c'est bravo. On a raconté les belles anecdotes. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as quand même été dans le doute, tu vois, où tu as remis en question peut-être, je sais pas, la société ou en tout cas une offre, quelque chose qui a été un échec, entre guillemets, sur lequel tu as beaucoup appris? Oui, je pense qu'il y a toujours des hauts et des bas. Et je pense que la qualité principale, on a dû te le dire très souvent, c'est, à mon avis, d'un créateur d'entreprise, c'est la résilience. Parce que il faut que le roseau plie, mais ne rompt pas. C'est normal d'avoir des moments où on est en bas, et moi, ça m'arrive régulièrement de me dire, mais attends, là, par exemple, là, on a lancé en septembre le SaaS, on a des premiers clients, à Cannes, ça s'est super bien passé. Et là, on est en train de, du coup, bon, ça fait qu'une semaine ou deux que je suis aussi un petit peu impatient, mais on est en train d'accélérer en termes d'acquisition. Ça clique pas encore, tu vois. On sait que le produit plaît, on sait que dès qu'on l'explique, ça marche. Et on a aucun client qui part. Donc on sait que notre produit il est bon, mais en fait on n'a pas encore trouvé la manière de le pousser assez fort à grande échelle pour que l'acquisition se fasse tout seul d'une certaine manière. Donc tu as toujours des moments où tu te dis mais pourquoi j'ai envie que ça marche plus vite, quoi. Moi, ça fait 3 ans que je suis entrepreneur, 3 ans que je me dis, mais pourquoi ça va pas plus vite? Après, ce qui est génial dans cette aventure, c'est que quand moi, au bout de 6 mois dans un job chez Procter, même si c'était hyper challengeant et même si c'était passionnant, je me faisais chier. Alors que là, en 3 ans et demi, t'as pas vu le temps passer. J'ai pas vu le temps passer, j'apprends tout le temps plein de trucs et j'ai l'impression il y a plein de domaines, je ne connais rien. C'est le cas. Et voilà. Et donc, j'ai pas de moment hyper précis de fail. Je pense qu'il y a a posteriori, je suis un peu loin à la détente à me dire, bon, ça marche plus, il faut arrêter. Mais comme on a avancé petit à petit de manière très pragmatique, on a aussi pris le temps d'apprendre. Voilà, moi j'ai fait le choix de ne pas lever de fonds, pas aller chercher. Donc je suis à 100% propriétaire de la société. Je suis seul associé. Bon, ça c'est pas un choix, mais c'est la force des choses. Et ça a un gros inconvénient, c'est qu'on va moins vite. Mais il y a un gros avantage, c'est qu'on va moins vite. C'est-à-dire qu'on prend le temps d'apprendre, on prend le temps de développer à petit prix et de développer ce qu'il faut. Et donc, moi je pense que en fait je pense que ce que je dis n'est pas applicable pour tout le monde. C'est-à-dire que ça dépend des marchés. Sur un marché de niche comme le mien où il n'y a pas une concurrence extraordinaire, même s'il y a des concurrents, mais j'ai pas
J'ai pas des... Alors, il y Oui, a des c'est grands... pas comme sur certains marchés très B2C. Enfin, je pense à, j'espère l'avoir L'alimentaire, bientôt, les trottinettes électriques. J'espère avoir bientôt Paul-Adrien Cormery, là, le fondateur de Pony. C'est sûr, là, quand tu as 15 acteurs c'est qui ça. tous ont levé des fonds et déploient énormément de communication, etc. Bon, là, si tu as pas les mêmes armes qu'eux, c'est C'est compliqué de se compliqué. battre, quoi. Voilà, Mais oui, sur les exactement. marchés de niche, c'est très intéressant. Et puis de toute façon, je pense que c'est un truc qui est possible en fait. On le voit, il y a toute une génération là de boîtes bootstrappées, on appelle ça. J'ai eu là il y a pas longtemps Simon Brossard de l'Empire, donc qui est une des boîtes qui fait l'Emlist. Eux, ils partagent énormément ce truc-là de c'est ok, on peut démarrer des boîtes bootstrappées et en effet, ça a des avantages aussi. En Et je fait. pense qu'il faut pas, parce que les médias malheureusement sont trop Sur la encore, levée de fonds, ouais. trop sur le levée de fonds. En gros, on parle que de ça. Enfin, je veux dire, on ne parle des sociétés que quand elles sont créées ou quand elles lèvent des fonds. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ça m'intéresse peut-être, qui se disent, bah, il y a un moment, il faut que je le fasse parce qu'en fait, c'est le passage obligé. Mais non, en fait, il y a plein de boîtes qui réussissent très bien dont on ne parle pas parce qu'elles n'ont pas levé de fonds. Et je pense même, je vais peut-être dire quelque chose un peu agressif, mais je pense qu'une boîte qui lève des fonds, c'est une boîte qui est en échec. Ok. Parce que si tu lèves des fonds, ça veut dire que ton modèle, il n'est pas rentable ou il n'est pas profitable. Alors, D'un ok, point de vue entreprise, en effet, je ouais, vois ce que tu veux dire. Ben, j'ai eu, je te l'enverrai le lien de l'épisode, Pierre-Henri Deballon de WizEvent, et lui, pareil, ils n'ont jamais levé, modèle rentabilité, et il a un peu le même discours que toi, et c'est vrai que entreprendre et faire construire une équipe, que tes clients soient contents, bah c'est déjà, faut le saluer, c'est juste magnifique, et puis grandir à son rythme, et qui sait, peut-être que un jour tu auras peut-être besoin de lever des fonds, mais pour un sujet très précis. En effet, si tu dois aller conquérir certains marchés où tu as besoin de beaucoup de moyens, peut-être. exactement, c'est un peu caricatural ce que je disais. Je pense qu'il faut lever des fonds vraiment pour passer des étapes. Et je pense qu'il faut vraiment pas voir ça comme Une fin en soi, ouais. une fin en soi et une aide pour développer son produit. Je pense qu'il vaut mieux. Enfin, pour moi, je pense les boîtes qui disent ouais, alors j'ai 2 clients, mais du coup, je vais lever des fonds pour en avoir plein d'autres. Non, essaye d'en avoir 10 déjà. Et après, si tu veux sortir de la Nouvelle-Aquitaine et conquérir la France entière, ouais, vas-y. Mais d'abord, il faut qu'en Nouvelle-Aquitaine, tu sois un tueur, quoi. Oui, et puis en plus, tu l'as dit, il y a déjà à notre disposition, à la disposition des gens qui créent des boîtes, beaucoup d'aides régionales, même au niveau national, BPI, Bourse French Tech. Il y a tout ce qui est système de prêt d'honneur. Enfin bref, il y a toute Exactement. un écosystème d'aides financières qui au démarrage te permettent de pas te diluer. Et puis l'autre chose aussi, c'est que certains m'ont dit en invité sur ce podcast, c'est que quand tu lèves des fonds et que tu fais rentrer soit des fonds, soit des business angels, etc., t'es plus le capitaine, si je reprends un terme de plaisancier, à bord. Et donc, ça veut dire accepter que ta vision, elle soit challengée, partagée, et donc oui. Et ce qui est sain, mais effectivement, et je pense qu'il y a un truc dont je me suis rendu compte aussi par tous les gens autour de moi qui ont levé des fonds, c'est que tu perds la maîtrise du temps. Mm-hmm. C'est-à-dire que moi, il y a aujourd'hui, il y a des pivots qu'on a fait, il y a des erreurs qu'on a commises, et je pense pas que j'aurais pu les commettre en toute tranquillité si j'avais promis à 10 mecs que en 6 mois j'allais faire un x3 sur leur voilà. Je pense que j'aurais été beaucoup moins serein. Mm-hmm. Et là aujourd'hui, ça ne pénalise que moi finalement. Alors évidemment, il y a l'équipe, il y a voilà, tous les gens qui sont autour de moi qui m'accompagnent et que je remercie d'ailleurs et que je salue, et qui ont fait plein de sacrifices et qui sont à fond derrière le projet et impliqués. Mais mais finalement, on prend des décisions tous ensemble et on n'a pas de compte à rendre. Alors Ouais. ça peut être sain d'avoir des comptes à rendre et je pense que c'est nécessaire, mais c'est ce temps, on le maîtrise complètement. Bah, tu rends des comptes déjà à tes utilisateurs et tes clients en direct, hein, c'est déjà beaucoup. Consumer is boss, comme c'est marqué dans les murs de Procter. Voilà. Et pour revenir sur ce que tu disais sur les aides, moi je suis très reconnaissant de tout ce que les incubateurs, alors Unitech, Cage, mais aussi la région de Nouvelle-Aquitaine fait pour les entrepreneurs et a fait pour nous. Nous, on a bénéficié de plusieurs aides de la région, de BPI aussi. Et donc la direction du tourisme, et donc je suis pas mal impliqué ils m'utilisent mais avec grande joie et grand plaisir avec l'ADI et tout ça et tous ces organismes qui honnêtement aident beaucoup les entrepreneurs. Et quand on prend le temps de regarder les dispositifs, on se dit qu'on a énormément de chance
en France C'est clair. sur ça. C'est clair. Tu l'as dit, t'es assez serein sur certains trucs. Qu'est-ce qui fait que justement tu arrives à avoir ce bon équilibre de vie aussi? Parce qu'entrepreneur, tu l'as dit, c'est des hauts, des bas, c'est les montagnes russes. T'as des règles de vie, des routines, une organisation à toi, un truc qui fonctionne, que tu aimerais nous partager? Je pense que je bosse beaucoup, mais je coupe beaucoup. Ok. C'est-à-dire que je bosse la semaine. J'évite de bosser le week-end, ça m'arrive parfois, mais vraiment c'est rare. Et surtout quand j'ai fermé mon ordinateur, je n'y pense plus. Ok. Je suis à la maison, je fais autre chose, je parle d'autre chose, je m'intéresse à l'actualité. Je lis beaucoup l'actualité. Ok. J'ai toujours beaucoup été au courant de tout ce qui se passait. Je suis abonné à plusieurs journaux. Et voilà, je pense que je mets de la distance. Et il y a un côté un peu naïf, un peu aveugle de se dire ok, bon, bah là, ça y est, je mets des œillères, je suis Le sorti du on-off, quoi, vraiment. on-off, voilà. Et après, il faut faire du sport. Je pense que je suis pas un fou de sport, mais bon, là en ce moment, fracture du genou, c'est compliqué, mais je cours une fois par mois, une fois par semaine. Ok, cool. Et puis je me suis mis je fais des trails, je fais des trucs, voilà, j'essaie d'être un peu actif. Trop bien. Il va falloir qu'on aille courir ensemble. Alors, ça fait plusieurs entrepreneurs qui me disent qu'ils courent, et moi, c'est une de mes envies. Là, j'ai envie de lancer une sorte pas un club, mais un truc de juste on se retrouve, on va courir un peu ensemble. Ça serait vraiment cool. Écoute, moi, faut qu'on organise ça. je fais mon tour, mes 10 km le dimanche matin. Faut d'abord que tu te remettes de Ouais, ton genou. ça c'est avant. Je pense pas que je suis opérationnel avant 3-4 mois, 5-6 mois. Mais non, carrément. En fait, je pense qu'il faut avoir un bon équilibre faut vraiment séparer les choses. Il faut se dire aussi qu'il y a des moments où on est stressé et le reconnaître. Et se dire que ce stress, il faut en être conscient, va impacter comment je réagis dans la vie perso, et du coup se dire ok, ou même le dire frontalement. Moi je dis à ma compagne, je dis voilà, je Là, je suis en stressé, désolé si je suis désagréable, parce qu'on réagit tous comme ça, et donc je pense qu'il faut être conscient de ça et vraiment mettre de la distance par rapport au projet et à tous les soucis qu'on peut avoir. Voilà. Ok, merci. Et après, pour le aussi, partage. peut-être une dernière chose, peut-être en interne, je partage beaucoup les choses. Je suis hyper transparent. Tu vois, on est un peu en méthode agile, donc tous les lundis, on a un warm-up avec toute l'équipe. Et je partage les résultats de la semaine passée. Je fais des bilans mensuels et en toute transparence. Je donne tous les chiffres. Et je dis, ben voilà, l'objectif c'est ça, là c'est super, là c'est. Voilà. Oui, tu cloisonnes pas, c'est-à-dire que même l'équipe tech peut avoir les résultats commerciaux et vice-versa. Exactement. Et alors c'est assez rigolo parce qu'on a fait, par exemple, il y a quelques semaines, on a fait le bilan 2021 avec toute l'équipe, et donc j'avais fait une présentation, un truc un peu plus chiadé, et notamment j'avais demandé à mon CTO de faire un point technique, ce qui s'était passé sur l'année 2021 et la roadmap 2022. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a parlé plein de sujets différents, et après j'ai dit, mais alors, vous en avez pensé quoi? Vous avez retenu quoi de la présentation? Et le premier truc que tout le monde m'a dit, surtout les commerciaux, m'ont dit, ah mais c'est super, on a compris enfin ce que faisaient les devs. Et j'ai fait, ah bon, moi j'avais pas réalisé, comme on en parle, je suis dedans, qu'ils étaient si peu au courant et qu'ils avaient envie d'être impliqués. Et donc du coup, on a dit, ok, du coup on va partager des roadmaps. Alors elle est accessible, mais donc on va l'alléger pour qu'elle soit plus lisible avec des yeux de néophyte, et on va faire on va montrer un peu où est-ce qu'on va à horizon 1 an et où est-ce qu'on en est de manière simple pour tous les gens de l'entreprise hors dev. Trop cool. L'équipe là, vous êtes combien? On est 10. Vous allez continuer à grossir de ce que j'ai compris. Ouais. Des postes qui vont s'ouvrir cette année? Oui, on va voir, on va dire, deux types de postes importants. On recrute sur la partie dev, Okay. Full stack, alors plutôt front, intégrateur web et un peu full stack, React.js, tout ça. Profil de junior potentiellement. Et sur la partie marketing, gros hacking, où on a pas mal de sujets. Ok, écoute, les gens pourront peut-être te contacter via LinkedIn. Je mettrai ton LinkedIn en description si carrément. ça te va. LinkedIn je pense que sur internet, mon mail, c'est Bertrand avec un d @boton.fr, donc c'est facile.
Ok, parfait. Merci Bertrand. Je trouve qu'on a fait un bon tour. C'était hyper agréable. J'espère que ça va être une très belle année pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Merci pour tous les partages et les apprentissages. Je suis ravi que tu nous aies partagé un peu toute cette construction, ton cheminement d'entrepreneur. C'était vraiment passionnant. Moi, j'ai passé un bon moment. Merci à toi, Guillaume. C'était très bon moment pour moi aussi. Et puis, écoute, à très vite. À bientôt. C'est la fin de cet épisode. Si vous êtes toujours là, merci infiniment. J'espère que vous avez passé un bon moment et si c'est le cas, vous connaissez la formule. Like, partage, commentaire, toutes ces petites actions ont un impact et peuvent m'aider et aider le podcast à se développer. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Pour être sûr de ne pas le louper, le plus simple c'est de vous abonner avec votre application de podcast préférée. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.